Il est administrateur. Les membres de son administration n'aiment pas la situation au Venezuela. Beaucoup en Europe seraient peu d'accord et beaucoup en Grande-Bretagne aussi. Mais pour nous, en Grande-Bretagne, cela ressemble à une préparation pour une sorte de frappe contre le Venezuela. Je pense que c'est le consensus écrasant ici. Et c'est, vous savez, difficile de trouver une raison rationnelle. Pourquoi? Parce que, regardez, évidemment, pendant le premier mandat de Trump, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, il y a eu une tentative très maladroite de faciliter un coup d'État avec, à l'époque, l'un de leurs dirigeants parlementaires, Juan Guaido, qui prétendait être le président légitime du Venezuela, malgré le fait que Maduro occupait le poste de président. Beaucoup de manifestations internes et nous avons échoué. C'était humiliant de voir jusqu'où nous avons tenté d'aller sans utiliser la force militaire alors. On a l'impression que l'administration actuelle et le groupe Trump disent, eh bien, c'était notre erreur fatale la dernière fois, nous ne la répéterons pas cette fois-ci. Et nous avons eu des personnes comme Lindsey Graham qui ont déclaré de manière catégorique, oui, nous avons besoin d'un changement de régime ici. C'est ce que nous défendons. Le sénateur Scott, un autre sénateur américain, a dit oui, il doit partir. Donc, quand vous entendez toutes ces déclarations de hauts responsables, surtout ceux comme Lindsey Graham, très proche du président, on doit se demander, est-ce là où nous allons maintenant? Ce qui me laisse perplexe cependant, et j'aimerais avoir vos observations à ce sujet. Quel est l'objectif ici? Que voulez-vous accomplir? Pensez-vous que c'est aussi simple que le fait qu'il y a beaucoup de pétrole au Venezuela? Eh bien, je pense que c'est en partie cela, c'est une partie de la raison et probablement une grande, grande partie de la raison, car le Venezuela a effectivement beaucoup de pétrole et le pétrole vénézuélien a été une part importante de l'histoire économique des États-Unis. Beaucoup ignorent, par exemple, que le Venezuela a fourni une grande part du pétrole utilisé par les Alliés pour gagner la Seconde Guerre mondiale. Cela remonte à cette époque. Je ne pense pas que ce soit juste le pétrole. Je crois qu'à un certain niveau, je soupçonne qu'il y a une affaire inachevée. Exactement comme vous l'avez dit, le gouvernement vénézuélien a survécu à des tentatives antérieures de déstabilisation. Il y a probablement aussi un certain degré d'animosité personnelle de la part de ce président et de certains de ses collaborateurs envers une personne qu'ils considèrent comme un socialiste latino-américain. Et je pense que cela joue probablement sur certains des sentiments que certaines personnes de l'administration ont à l'égard des socialistes et des personnes de ce type qui, selon eux, perturbent les choses en Amérique latine. Je dois dire que je pense aussi qu'il y a 2 autres choses. Premièrement, le président, ce président et certaines des personnes autour de lui pensent peut-être que cela va être une victoire facile et que le président, qui rencontre divers problèmes politiques, pourrait en avoir besoin. Je pense que c'est une petite chose, mais il peut y avoir un peu de cela et je pense que l'enjeu géopolitique global est qu'il y a un sentiment que la Chine est à l'horizon, la Russie aussi. Ils commencent à faire des percées en Amérique latine. L'Amérique latine fait partie de l'hémisphère occidental. On parle actuellement de se concentrer sur la défense de l'hémisphère occidental. Vous ne voulez donc pas d'un grand pays en Amérique latine avec de grandes réserves de pétrole et un gouvernement socialiste qui pourrait un jour s'aligner de trop près avec la Chine et les pays BRICS. Et je crois que c'est probablement le facteur le plus significatif. Je veux dire, oui, nous ne voulons pas nous inquiéter de tenter, je ne sais pas, la diplomatie. Nous ne voulons pas nous inquiéter pour obtenir, leur donner une raison de rester dans notre orbite. Je veux dire, si c'était la raison, alors le moyen le moins coûteux et le plus efficace aurait été d'accepter l'offre de Maduro. Il y a seulement quelques semaines, quand il l'a littéralement présenté sur un plateau d'argent et a dit, en gros, bah, vous pouvez prendre ma richesse pétrolière et tout ça, cela m'a semblé, dites-moi ce que vous en pensez. Maduro disait, en gros, je veux garder le pouvoir et ça me va si vous prenez un peu de notre pétrole, mais ne me renversez pas. On vous donnera quelque chose. On en restera là. Comment avez-vous vu cette dynamique? C'était manifestement précisément ce que la proposition était. Et elle a été négociée au nom de l'administration par Rick Renel, qui a été auparavant, vous savez, un ami et proche du président. Et je crois qu'il a agi en tant que directeur national du renseignement par intérim durant le premier mandat du président. Oui, il y avait une bonne affaire à conclure. Et je vais ajouter quelque chose d'autre. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles, malgré les nombreux défis auxquels le gouvernement actuel au Venezuela a été confronté, il a pu surmonter tous ces défis, c'est précisément parce qu'il a su exploiter l'idée que les États-Unis cherchent à le déstabiliser. Et cela engendre un certain sentiment de rassemblement autour du gouvernement au Venezuela. Après tout, comme nous le savons tous,
Il existe une longue histoire d'implication des États-Unis en Amérique latine et il y a toutes sortes de complications qui en découlent, cependant. Absolument, tout à fait. Diplomatie, négociation, engagement économique. À mon avis, il est très probable que les sanctions aient été levées. Si les États-Unis étaient intervenus, si Chevron avait pu développer l'industrie pétrolière au fil du temps, le gouvernement du Venezuela, le régime, si vous préférez l'appeler ainsi, aurait commencé à changer, à modifier ses politiques et sa direction. Et qui sait, peut-être se serait-il évanoui discrètement, vous savez, au fil du temps, à mesure que le Venezuela lui-même changeait. On a cette situation. Eh bien, oui, et convenons juste pour le moment, et je suis d'accord, qu'il y a beaucoup des raisons que vous venez de mentionner concernant les enjeux géostratégiques et ceux que nous ne voulons pas voir là-bas, etc. Et ce que nous voulons pour les États-Unis. Donc, tout cela était sur la table à ce moment-là, et cela m'a intrigué, et j'ai du mal à trouver une explication rationnelle à cela. Si ces choses étaient les objectifs ultimes, il semble que lorsque Maduro a fait cette offre, alors Trump l'aurait acceptée. Mais au lieu de cela, regardez la réaction qu'il a eue lorsqu'il a été confronté à cela dans le Bureau ovale, Maduro a offert toutes les ressources de son pays. Il a même enregistré un message en anglais pour proposer une médiation. que faire. Il a tout offert. Il a tout offert. Vous avez raison. Vous savez pourquoi? Car il ne veut pas de soucis avec les États-Unis. Eh bien, un langage assez grossier et il s'est un peu agacé à ce sujet. Pourquoi n'aurait-il pas dit oui, c'est une excellente idée, nous allons plutôt suivre cette voie. Il a dit que ça l'agaçait, que Maduro cherche une issue diplomatique. Au lieu de ça, il renforce la puissance militaire. Comment voyez-vous cela? Eh bien, nous revenons au point que je pense qu'il y a un élément d'animosité personnelle de la part du président. Il n'aime pas que cet homme, Maduro, ait résisté à cette tentative précédente de l'évincer. Il trouve cela agaçant d'une certaine manière. Et je pense qu'il croit aussi qu'il va peut-être obtenir une victoire facile ici, que probablement Maduro n'est pas très populaire au Venezuela, que son régime est fragile, que son armée l'est aussi. Il pense probablement, le président estime que s'il engage cette opération militaire, cela sera relativement aisé. Il obtiendra évidemment le pétrole, il tiendra les Chinois à distance et simultanément, il aura l'apparence d'un vainqueur. Je crois que c'est une réflexion extrêmement inadéquate. Et en outre, je crois que l'analyse géopolitique est aussi totalement incorrecte. Je suis absolument d'accord avec vous qu'un accord avec l'administration actuelle du Venezuela aurait été une méthode bien plus judicieuse et efficiente pour contrer l'influence chinoise, si tel est effectivement votre but. Cependant, je crois qu'il existe cet aspect d'hostilité personnelle et ce sentiment de, vous savez, orgueil peut-être, ce désir, éventuellement peut-être, ne disons pas orgueil, ce désir d'acquérir une victoire prompte. Oui, et c'est probablement pourquoi il y a toute cette puissance militaire. En fait, le Wall Street Journal soulignait l'évidence en parlant de l'envoi de toute cette puissance là-bas, et c'est ce que disait le Wall d'hier. L'arrivée du groupe de frappe du porte-avions USS Gerald R. Ford avec des destroyers armés de missiles Tomahawk va accroître la capacité militaire des États-Unis à attaquer des cibles, y compris les défenses aériennes du Venezuela. Le porte-parole du Pentagone, Sean Parnell, a déclaré que le groupe de frappe, je cite, améliorera et augmentera les capacités existantes pour perturber le trafic de stupéfiants et dégrader et démanteler les organisations criminelles transnationales. Fin de citation. Cependant, la puissance de feu du groupe de frappe dépasse ce qu'il faut pour attaquer les petites embarcations que l'administration Trump dit utiliser pour la contrebande de drogue. Écoutez, quand les gens autour du monde entendent cela, que ce soit au Royaume-Uni ou ailleurs, en Europe ou en Chine ou en Russie, et qu'ils entendent ce genre de déclaration, oh oui, c'est pour perturber le trafic de stupéfiants. Je veux dire, voyons, un porte-avions, personne n'y croit. Pourquoi leur dire des choses si manifestement fausses? Pourquoi ne pas simplement dire je ne sais pas quoi? C'est vrai, je pense que vous ne pouvez pas, n'est-ce pas? Eh bien, probablement pas, car ce serait alors légal et un acte d'agression et tout ça, car le Venezuela ne menace pas militairement les États-Unis actuellement et personne, nulle part, ne le pense. Alors, il fabrique cette justification peu convaincante selon laquelle le président Maduro serait impliqué dans le trafic de stupéfiants, ou plus précisément qu'il dirigerait un vaste cartel et que son gouvernement serait essentiellement un cartel. Et tout cela est présenté de cette manière. Je pense qu'il y a un autre facteur en jeu ici qui, à mon avis, ne s'est peut-être pas déroulé comme il l'espérait, mais tout le monde dans le monde sait qu'il y a ce problème avec les drogues d'Amérique latine.
trafic de cocaïne, de canne. Aux États-Unis, c'est courant. Dans beaucoup de pays d'Amérique latine, on sait que les cartels sont liés au gouvernement ou aux structures gouvernementales. Je suis persuadé qu'il existait potentiellement un espoir ou une forte conviction que certaines personnes aux États-Unis ainsi que dans le monde entier, qui sont véritablement exaspérées par le problème persistant des drogues et le flux illégal de stupéfiants, seraient influencées par cette situation et, pour cette raison, accorderaient au moins à cette opération le bénéfice du doute ou peut-être même leur soutien. Eh bien, cela n'a pas semblé fonctionner. C'était trop évident. Et je ne pense pas qu'au final, les gens aient été persuadés par cet argument. Eh bien, regardez, je veux dire, vous regardez cette carte ici que Gary a mise en place. Voici l'emplacement des frappes que nous avons obtenues jusqu'à présent. Et l'idée que c'est une opération anti-drogue, que ce sont des bateaux de drogue et que nous avons des renseignements parfaits, etc. Mais il y a eu beaucoup de revendications selon lesquelles beaucoup de ces bateaux ne sont pas réellement des bateaux de drogue. En fait, la Colombie a été très vocale en affirmant que certains de ses citoyens, des pêcheurs, ont été tués. Il y a eu des interviews avec des membres de la famille de survivants qui disent qu'ils ne l'étaient pas. Bien sûr, vous pouvez prétendre que ce n'est pas vrai. Disons cela maintenant pour essayer de les couvrir. Mais permettez-moi de vous poser une autre question puisque vous êtes avocat de profession. Existe-t-il une justification légale permettant aux États-Unis de procéder à l'exécution sommaire de toutes ces personnes sous prétexte qu'elles sont accusées de manière présumée d'être impliquées dans le trafic de drogue? Existe-t-il une base légale pour exécuter sommairement ces personnes? Je ne crois pas qu'il y en ait. Et je n'ai entendu personne dire qu'il y en a, pas de manière convaincante. À ma connaissance, personne ne pense que c'est une méthode acceptable pour procéder. Je veux dire, il y a du trafic de stupéfiants dans la région des Caraïbes et, comme nous pouvons l'observer, également dans l'océan Pacifique. Mais vous, c'est une affaire de police et elle est traitée par les agences de police, la garde côtière aux États-Unis, d'autres agences de police. Vous arrêtez ces bateaux, vous arrêtez les personnes à bord, vous les fouillez pour trouver des drogues, vous portez des accusations, vous traitez ce genre de problème de cette manière. D'après ce que je comprends, ce sont des attaques contre des bateaux, principalement des hors-bords. Ils sont attaqués sans avertissement. Pour beaucoup de gens, cela ressemble à un meurtre en haute mer. Et je devrais dire que je comprends que c'est une opinion largement répandue au sein de la Royal Navy britannique. Et un officier de la Royal Navy britannique, Tom Sharp, qui écrit régulièrement pour les médias britanniques, a déjà déclaré, à ce que je comprends, qu'il est lui-même consterné que la marine des États-Unis, avec laquelle il a travaillé étroitement et qu'il tient en haute estime, soit utilisée de cette manière. Eh bien, il s'avère qu'apparemment, ce n'est pas seulement quelques personnes, vous savez, au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni lui-même a, au moins, selon les rapports d'hier, suspendu les opérations de renseignement avec les États-Unis. Gary, je veux sauter celui-là pour l'instant. Et si tu peux aller plus loin à celui où le Royaume-Uni suspend une partie du partage de renseignements avec nous à cause des préoccupations sur les frappes de bateaux, c'est une grosse rupture. Cela semble être une affaire importante pour le Royaume-Uni de rompre avec les États-Unis sur quoi que ce soit, car le Royaume-Uni est souvent vu comme un allié fidèle des États-Unis. Mais ici, rompre avec cela semble être une affaire de taille. Comment le voyez-vous? C'est un gros enjeu. Vous avez raison. Pour les Britanniques, pour le gouvernement britannique de faire cela, cela montre qu'il y a une préoccupation vraiment sérieuse. Et je soupçonne qu'une partie de cette inquiétude provient de la marine et également des agences de police ici. Et la Grande-Bretagne a aussi des problèmes avec la drogue et nous avons des drogues qui arrivent d'Amérique latine. Et je pense que les gens en Grande-Bretagne, dans les agences de maintien de l'ordre, sont en réalité très mécontents que cette question sérieuse soit détournée et mal utilisée de cette manière. Et ces mesures manifestement légales de, comme je l'ai dit, tuer des personnes en haute mer sans procédure régulière et sans avertissement approprié ont lieu. Pour le gouvernement Starmer de prendre une telle mesure, cela montre à quel point l'inquiétude doit être grande à Whitehall et d'ailleurs au Parlement aussi. Là, vous avez mentionné l'illégalité de cela en droit international. Cela viole aussi la loi américaine, y compris la Constitution des États-Unis et la loi sur les pouvoirs de guerre de 1973. Cela ne vous permet pas d'attaquer unilatéralement un autre pays ou en haute mer, comme c'est le cas ici.
Et lorsqu'on lui a récemment demandé si Trump devait au moins demander une autorisation du Congrès ou une déclaration de guerre contre ces soi-disant barons de la drogue, etc., voici comment il a répondu. Je ne pense pas que nous demanderons une déclaration de guerre. Je pense qu'on va juste tuer. Les gens qui amènent de la drogue ici, d'accord? On va les tuer. Je ne vais donc pas respecter la règle de droit ni le droit international. Je vais simplement les éliminer. Pour moi, cela dépasse légèrement toute cette question, ou du moins l'englobe entièrement. Et vous avez le président des États-Unis qui dit littéralement au monde entier, à n'importe qui, à nos alliés au Royaume-Uni, à nos adversaires potentiels, au Venezuela, aux challengers, peut-être en Russie et en Chine, je ne suis pas tenu par l'état de droit. Si je veux tuer quelqu'un, je le ferai. Qui va réagir à cela? La Chine, la Russie, la Grande-Bretagne? Qu'en pensez-vous? Oui, je considère cela absolument choquant. Je trouve cela véritablement horrifiant que le président des États-Unis, le leader de la démocratie la plus puissante du monde, l'homme qui a prêté serment d'observer et de respecter la Constitution et qui est responsable en dernier ressort de l'application de la loi, parle de manière aussi grossière et montre un mépris total pour la loi et le processus judiciaire. Je veux dire, c'est véritablement choquant. Et puis-je simplement dire, je veux dire, il accuse le gouvernement du Venezuela d'être un cartel criminel, alors qu'il s'exprime lui-même de cette manière. Je veux dire, qui est le criminel ici? Je veux dire, je n'aime pas poser ce genre de questions. À propos du président des États-Unis, mais dans un sens, la question se pose d'elle-même. Eh bien, et regardez, même vous et nous ici en train de parler de cela, j'ai un point de vue similaire. Vous vous dites, d'accord, eh bien, vous ne voulez pas vraiment traiter le président des États-Unis de meurtrier et de criminel, bien que c'est ce que les preuves indiquent, certainement. Et pourtant, la question se pose, donc le Royaume-Uni a pris cette mesure ici, au moins en privé. Ce qui a été rapporté hier, c'est que apparemment le Royaume-Uni a fait cela assez tôt dans le processus, mais il y a plus d'un mois, et ce n'est que maintenant que cela est sorti, ce qui signifie qu'il voulait le faire discrètement si le rapport est correct. Mais la question que je vous pose est la suivante. Y a-t-il quelque chose que les États-Unis pourraient faire, et en particulier si l'USS Gerald R. Ford et ce groupe de frappe militaire commencent littéralement à mener des actions militaires létales contre le Venezuela sans aucun prétexte, juste pour tuer le dirigeant ou le chasser du pouvoir, ce qui viole toutes les lois en matière d'affaires internationales? Y a-t-il quelque chose que les États-Unis pourraient faire qui pousserait nos alliés en Grande-Bretagne ou ailleurs à réellement rompre avec les États-Unis sur cette question, ou sera-ce effectivement juste une soumission? Que pensez-vous? Je pense qu'ils suivront. Je veux dire, le gouvernement britannique n'aime pas vraiment le président Maduro et ne pleurera pas beaucoup s'il est renversé. Et ce n'est pas une grande préoccupation. Autrefois, c'était différent lorsque le président Reagan a envoyé l'armée américaine renverser le gouvernement de la Grenade en 1983, avec beaucoup plus de détermination d'ailleurs que ce que nous voyons maintenant. La première ministre britannique de l'époque, Margaret Thatcher, était absolument furieuse et a déclaré que c'était complètement illégal et s'est plainte du fait qu'il s'agissait également d'un pays du Commonwealth qui acceptait la reine britannique comme souveraine. Et elle s'est plainte au président Reagan à ce sujet, mais je ne peux pas imaginer le gouvernement britannique aller jusqu'à rompre avec les États-Unis pour une question comme celle-ci. Je pense que si vous voulez chercher une réaction négative, mon intuition est que l'endroit à regarder serait l'Amérique latine elle-même. Je pense que les pays d'Amérique latine, même beaucoup d'entre eux qui sont amicaux envers les États-Unis, n'apprécieront pas cela. Certains pays d'Amérique latine n'apprécient pas le président Maduro. Il est bien connu que le président Lula du Brésil n'apprécie guère le président Maduro, par exemple. Cependant, ils ne seront pas satisfaits de voir les États-Unis revenir et entreprendre des interventions armées pour renverser des gouvernements en Amérique latine, en Amérique du Sud, de cette manière. Je pense que non seulement les gouvernements, mais aussi beaucoup de gens en Amérique du Sud ressentiront pareil. Quelles pourraient être, selon vous, les conséquences à moyen et possiblement long terme pour l'Occident, pas uniquement pour les États-Unis? Disons simplement, même pour l'instant, disons simplement que nous ne lançons pas d'opération militaire, mais nous continuons. Tout ce que nous avons fait, nous continuons à le faire. Il n'y a aucune preuve que nous allons cesser de tuer des gens sur ces bateaux en prétendant simplement qu'il s'agit d'opérations liées à la drogue et en ignorant à grande échelle, en ignorant complètement ou en contournant l'état de droit, juste ce concept de l'état de droit.
Que nous arrive-t-il en tant que civilisation? Et je fais référence ici à la culture occidentale, que nous accomplissons désormais ouvertement et sans aucune honte les mêmes actions que nous condamnions fermement les autres de réaliser, à savoir ôter la vie à des individus? Peut-on simplement dire, tant que c'est 75 ou 76 le nombre actuel de morts? Je ne sais pas. Ce ne sont pas des gens que je connais, peut-être coupables. Ce n'est pas vraiment une grande préoccupation pour moi. Bien sûr, tuez-les tous. Quelles conséquences pour nous si on continue à dévaloriser la vie humaine ainsi et à accepter les violations de l'état de droit? Je crois qu'ils sont profonds et durables. Je sais que beaucoup pensent autrement, mais si on prend l'habitude de juste tuer des gens, et c'était le président des États-Unis qui a dit tuer, je veux dire, il n'était pas obligé d'employer ce terme, mais il a fait ce choix. Si nous commençons à nous engager dans de telles actions, si nous abandonnons la loi ainsi que la procédure légale et toutes les contraintes qui les accompagnent, alors je crains que nous ne rendions notre démocratie, nos démocraties, ainsi que nos systèmes juridiques bien plus grossiers. Nous les sapons et nous les discréditons. Et il est crucial de le mentionner. Je pense qu'il y a un malentendu que beaucoup de gens ont, à savoir que l'on pourrait se comporter mal à l'étranger. Vous pouvez faire toutes ces choses. Vous pouvez renverser des gouvernements, vous engager dans la violence, une violence sans contrainte de ce genre, et que c'est pour l'exportation et que cela ne vous affecte pas chez vous. Je suis profondément en désaccord. Je pense qu'avec le temps, cela a un impact significatif. Si vous ne respectez pas la législation en ce qui concerne un pays tel que le Venezuela, alors vous finirez par adopter une vision cynique de la législation dans votre propre pays et vous commencerez également à démoraliser le système judiciaire et le processus légal dans votre propre pays. Et vu qu'il y a déjà eu des contestations du droit à une procédure régulière aux États-Unis, c'est vraiment mauvais dans l'ensemble. Eh bien, c'est justement ce que j'allais vous demander. Cela ne se produit-il pas déjà dans une certaine mesure? Je veux dire, nous avons l'administration Trump qui viole les lois à tout bout de champ, qui dit des choses à haute voix et ouvertement qui sont aussi manifestement fausses que ce qu'ils disent ici à propos de l'envoi du Gerald R. Ford pour des missions anti-drogue et tout ce genre de choses. La Cour suprême ou d'autres tribunaux émettent des ordonnances et indiquent des choses qui disent ce qui, selon la loi, devrait contraindre et restreindre la branche administrative. Mais ils disent, oui, nous ne sommes pas d'accord, nous n'aimons pas ça, nous ferons ce qu'on veut. Il y a toutes les preuves que l'administration Biden avant et l'administration Trump maintenant utilisent les lois pour cibler leurs adversaires politiques ici et que l'état de droit, dans bien des cas, commence déjà à ne plus s'appliquer. Ils l'ignorent complètement. Et oui, par exemple, ça peut sembler minime, Alexander, mais pour moi, c'est juste une autre faille dans l'armure. Pendant cette fermeture ici, il y a des lois sur comment le Congrès alloue l'argent. Elles disent que si on alloue de l'argent pour certaines choses, surtout au sein du département de la Défense, il doit être utilisé pour cela. Mais vous ne pouvez pas obtenir l'argent, allez pour le budget, vous ne pouvez pas juste dire je préfère le dépenser ici. Donc nous allons le déplacer. Il y a une loi contre ça, donc vous ne pouvez pas juste déplacer l'argent. Ensuite, on a dit d'accord, car c'est politiquement mal vu d'avoir cette fermeture et de ne pas payer nos forces armées, ce qui était une des conséquences. On a juste dit, vous savez quoi? Nous allons le transférer ici. Lorsque le président de la Chambre, Mike Johnson, a été questionné, il a éclaté de rire face aux journalistes et a répondu, allez-vous véritablement avancer cet argument selon lequel nous allons simplement nous préoccuper de la législation et intenter une action en justice simplement parce que nous allons rémunérer les forces armées? Et bien sûr, ils ont reculé, les démocrates ont reculé, etc. Ils ont maintenant fait plus de cela. Maintenant, ils l'ont déplacé depuis des endroits encore plus disparates pour payer les forces armées et militaires, je suis désolé, les forces de l'ordre et les militaires lors du dernier jour de paix. Personne n'en parle. Donc, vous continuez à enfreindre la loi de petite façon ici, et ce n'est pas si petit en fait, mais cela dit en gros, que ce soit le droit international ou national, nous allons faire ce que nous pensons, tout ce qui est politiquement possible. Où ça s'arrête? Eh bien, c'est véritablement catastrophique. Tout d'abord, c'est véritablement catastrophique parce que cela signifie que le Congrès n'a plus le contrôle sur le budget, étant donné que le Congrès adopte un budget et alloue des fonds à diverses fins spécifiques. Mais le président prend ensuite des décisions arbitraires sur comment il va dépenser cet argent, allant à l'encontre de la volonté du Congrès. Nous sommes donc vraiment dans une situation de, si vous voulez, présidence impériale ou quelque chose comme ça, où il y a une question plus importante qui est qu'est-ce que les États-Unis? Les États-Unis d'Amérique forment une république, un système qui repose sur le respect du droit et qui est solidement fondé sur la Constitution. Selon moi, c'est véritablement la source de la grandeur des États-Unis d'Amérique. C'est ce qui constitue le fondement de ce que sont les États-Unis. Si vous avez un gouvernement aux États-Unis qui ne respecte plus
ces principes fondamentaux, qui va à l'encontre de la Constitution, laquelle confère au Congrès l'autorité d'adopter des budgets et des mesures similaires, alors vous vous éloignez de l'essence même des États-Unis et vous transformez cela en quelque chose de différent. Bien plus grave, vous vous éloignez de la République et de la Constitution et vous vous orientez vers quelque chose de très obscur et de très distinct, ce qui est absolument quelqu'un qui éprouve en réalité une profonde admiration pour les États-Unis d'Amérique. Je ne veux vraiment pas voir ça. Et que répondez-vous aux gens qui diraient, Davis, écoutez, vous exagérez. De toute façon, c'est une loi stupide. Il ne devrait même pas l'avoir. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Il devrait pouvoir faire ce qu'il veut avec son argent. Que dites-vous à ces gens? Il a dit, oui, mais ça aide, ça fonctionne ici. Il voulait agir. Nous avons payé notre armée. Donc, je veux dire, si c'est le prix à payer, c'est plutôt minime. Je veux dire, nous devons les payer. Que répondez-vous à ce genre d'argument? Eh bien, ce n'est pas son argent, c'est l'argent des contribuables. Et ce sont les contribuables qui élisent le Congrès pour décider comment il doit être dépensé. Évidemment, le président peut soumettre un budget au Congrès, mais ils doivent être d'accord. Si vous acceptez ce genre de choses, vous vous privez de votre pouvoir car vous n'êtes plus en mesure de demander des comptes au président et à l'exécutif pour ce qu'ils font en tant que contribuables américains et citoyens américains. Et bien sûr, je voudrais ajouter qu'il existe des moyens d'accomplir les choses. Il y avait des voies légales pour payer le gouvernement, l'armée, rouvrir le gouvernement afin que vous puissiez faire le travail difficile et obtenir le même résultat en respectant l'état de droit. Donc, nous contournons les règles parce que nous ne voulons pas faire le travail difficile. Ce qui m'inquiète, c'est que cela a été trop loin, que les gens deviennent trop à l'aise en disant que ces lois sont acceptables pour eux à suivre. Parce que je suis d'accord avec ça. J'aime ce résultat. Mais combien de fois avez-vous vu dans l'histoire un groupe se sentir à l'aise avec leurs représentants, violant certaines lois et détruisant l'équilibre des pouvoirs, puis tout à coup, les choses changent et la prochaine fois, ils ne sont plus en position de pouvoir et quelqu'un d'autre arrive et utilise ces mêmes penchants, mais d'une manière qui ne leur plaît pas. Et maintenant, que faites-vous? Où ça s'arrête? Eh bien, c'est ça, je veux dire, cela s'est produit souvent dans l'histoire. Je ne veux pas creuser dans les précédents, mais vous savez, nous pouvons tous les nommer. Je veux dire, j'ai vu un téléfilm, un film basé sur des événements en Allemagne, par exemple, à la fin des années 1920 et au début des années 1930. Et il y a eu un moment culminant lorsqu'il y a eu un procès impliquant des personnes poursuivies pour un crime spécifique. Et la personne qui les défendait, l'avocat qui les défendait, a soudainement réalisé que rien ne se passait comme cela aurait dû et que, vous savez, le juge avait déjà pris des décisions, qu'il recevait des documents qu'il n'aurait pas dû recevoir de toutes sortes de personnes de l'extérieur, qu'il consultait à l'extérieur, sans parler aux personnes présentes dans la salle d'audience. On sait où cela a mené et c'est visible dans de nombreux cas. Par exemple, la République romaine, d'où vient le mot république. Il s'est de nouveau effondré car les citoyens de la République n'ont pas respecté sa constitution ainsi que ses lois, et il s'est transformé en un empire qui est une dictature arbitraire. Si vous connaissez un peu l'histoire romaine, vous savez de quoi il s'agissait et comment cela s'est terminé. Ce ne sont donc pas de bonnes choses. Si vous croyez en la démocratie et la liberté, alors vous devez croire en la Constitution, en l'état de droit, en le respect des procédures légales, car sans ces éléments, vous vivez dans un monde de gouvernement arbitraire et tyrannique. Les fondateurs des États-Unis le savaient extrêmement bien. Il suffit de consulter les Federalist Papers et vous y trouverez tout cela. Oui, j'en ai lu beaucoup et je considère cela avec inquiétude et appréhension. Tout ce que nous pouvons faire, c'est ce que nous faisons maintenant, éclairer la réalité et la vérité de cela et avertir que même ce qui peut sembler bon aujourd'hui, violer la loi ne se terminera pas ainsi. Et cela a tendance à devenir vraiment sombre par la suite, mais